Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette session du coup sur le développement durable. Donc le thème est comment construire un avenir durable pour notre planète sur AWS. Donc je me présente, je suis Giorgio Mazza, je suis chez AWS depuis 4 ans et demi, dans le rôle d'account manager seulement depuis 3 ans. Et j'ai le plaisir d'accompagner du coup ces messieurs qui sont respectivement du coup CTO de Syncrop et Phoenix, donc Mathieu Desprier et Tess Boudek. Nous allons passer 30 minutes ensemble pour comprendre du coup comment utiliser le cloud AWS pour répondre aux challenges du développement durable. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder quels sont ces challenges liés au développement durable. Deuxièmement, nous verrons quels sont les engagements pris en la matière par Amazon et AWS sur le développement durable. On va également aborder le sujet du Climate Pledge. Dans un troisième temps, nous allons voir comment AWS en tant qu'acteur peut vous accompagner dans votre transformation durable. Et puis nous terminerons par les témoignages du coup de Mathieu et Tess. Donc on va commencer par définir ce qu'est le développement durable. Donc pour ça, il me semblait pertinent d'aller chercher la définition des Nations Unies qui définit le développement durable comme répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que ça renvoie ce challenge à tout un chacun, à nos enfants, futures générations. Et une fois qu'on a défini ce qu'est le développement durable, on va voir ensemble comment Amazon et AWS va pouvoir être alignés avec cette définition justement des Nations Unies. Donc il faut savoir que lors du summit de Rio de Janeiro en 2017, il a été décrit 17 objectifs du développement durable. Et il me semblait en fait intéressant de vous montrer en quoi le développement durable est un sujet vaste et également du coup sur lesquels AWS va pouvoir vous accompagner. Donc il y a les numéros 6, 7, 9, 11, 13 et 17. Donc on a tendance à se concentrer souvent sur le changement climatique, mais en fait il n'y a pas que ça. Il y a aussi la notion de l'eau et de l'assainissement, il y a la notion d'énergie, une énergie renouvelable, également la notion d'innovation et de smart cities. Donc maintenant, nous allons voir ensemble quels sont les engagements d'Amazon et d'AWS en la matière. Donc il est important de noter qu'en 2019, Amazon et une ONG dont le nom est Global Optimism ont annoncé la création d'une initiative qui s'appelle The Climate Pledge. Donc qu'est-ce que c'est que le Climate Pledge? C'est une initiative en fait qui est de... L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on atteigne les objectifs des accords de Paris 10 ans plus tôt. Donc les accords de Paris ont initialement mis des objectifs en 2050. Là, on veut qu'on soit zéro net carbone d'ici 2040. Donc ça veut dire être zéro net carbone, mais ça veut dire aussi aller vers une énergie 100% renouvelable. Et il faut savoir qu'Amazon est sur le pass du coup de devenir 100% énergie renouvelable d'ici 2025. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Global Optimism? En fait, c'est une ONG qui a été fondée par deux personnes qui sont assez connues dans le domaine du développement durable, qui sont Christiana Figueres et Tom Rivett, qui ont été d'ailleurs des acteurs importants des accords de Paris. Et en fait, ces personnes-là ont décidé de s'associer à Amazon pour qu'au-delà des gouvernements, les entreprises elles-mêmes puissent aussi s'engager sur cette notion de développement durable. Et le Climate Pledge comprend aussi un fonds d'engagement climatique qui va nous permettre en fait d'investir dans des startups ou des solutions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs plus rapidement. Au-delà même du Climate Pledge, il est intéressant de voir qu'en Europe, l'ensemble des acteurs du monde du cloud et des data centers se sont regroupés dans ce qu'on appelle The Climate Neutral Data Center Initiative. Donc c'est là, tous ensemble, les membres des entreprises de l'IT ont décidé de s'engager pour avoir cette notion de Climate Neutral d'ici 2030. Alors on voit bien sûr que c'est compatible avec ce qui a été mentionné juste avant avec le Climate Pledge. Et en fait, les acteurs du monde du cloud de l'Europe s'autorégulent et en fait vont travailler tous ensemble pour avoir ce qu'on appelle justement l'European Green Deal. Et donc, comme je disais tout à l'heure, AWS est d'ailleurs actuellement sur la voie d'une énergie renouvelable 100% d'ici 2025. Maintenant, le Climate Pledge étant né il y a plus de 2 ans, où est-ce qu'on en est justement de cet objectif-là? Eh bien, sur la route du 100% d'énergie renouvelable, nous en sommes déjà à 65%, contre seulement 42% en 2019. Donc on voit que l'ensemble de nos efforts payent. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'au cours de ces 2 dernières années, Amazon, en tant que groupe, est devenu le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde. Également, au-delà de ça, on a réduit notre intensité carbone de 16% de 2019 à 2020. Donc,
comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, c'est au travers de plus de 270 projets d'énergie renouvelable dans le monde. Et tout cela, ça représente aujourd'hui plus de 12 gigawatts d'énergie au travers de ces 270 projets. Donc, on a vu la définition du développement durable, on a vu les engagements d'Amazon et d'AWS en la matière, et on a également parlé du Climate Pledge. Maintenant, il est temps de regarder ce que le cloud d'AWS va pouvoir vous apporter dans votre transformation durable. Donc, si vous êtes des habitués des présentations d'Amazon Web Services, vous avez certainement déjà vu ce schéma-là, qui est en fait le schéma de responsabilité partagée en termes de sécurité. Eh bien, il faut savoir que pour la durabilité, c'est exactement le même. Donc, en fait, AWS va être responsable de la durabilité du cloud. Donc, en fait, ça va commencer par les matériaux du data center, l'électricité, l'eau, à travers le cooling, les déchets également. Alors que nos utilisateurs vont être en fait responsables des ressources qu'ils vont lancer dans le cloud. Donc c'est le client qui va démarrer, c'est lui qui va être responsable et on va regarder dans le détail comment nous, on va pouvoir vous accompagner dans cette architecture durable sur AWS. Donc en ce qui concerne la durabilité du cloud AWS, mais il est important de noter que c'est plus durable dans le cloud. Donc alors pourquoi? Tout bonnement parce que déjà l'efficacité énergétique n'est pas du tout la même. Il s'agit là d'une étude du cabinet 451 Research qui a été fait en 2021, qui a travaillé avec 300 clients européens qui ont des data centers. En fait, on a comparé l'efficacité énergétique, à savoir pour la même quantité d'énergie qui a été utilisée, quel était le travail qui était fait pour le même, voilà, quelle était l'énergie dont on avait besoin. En fait, on est sur un rapport de 5. Alors, comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'on va partager à travers tous les clients tous les besoins. Donc en fait, on a un taux d'occupation de l'ensemble des serveurs qui est très élevé par rapport à un data center privé on-premise. Donc quelque part, si on doit comparer, le cloud en fait va être le bus, va être le moyen de transport en commun, puisqu'on va mettre tout le monde dans une même et seule efficacité énergétique, là où le data center on-premise va en fait être la voiture. Donc c'est vraiment cette logique de mutualisation et tout simplement aussi d'efficacité. Donc au final, pour effectuer la même tâche sur le cloud AWS, on va avoir une empreinte carbone qui sera 80% inférieure. Lors de re:Invent 2021 aussi, on a lancé un outil qui est le Carbon Footprint Tool, qui est en fait un outil qui va permettre à nos clients de mesurer leur impact carbone sur leur consommation des services AWS. Donc cet outil est disponible dans votre Billing Console et il va justement vous permettre aussi d'avoir des prévisions et vous montrer comment nos investissements en la matière du coup vont vous permettre de réduire l'intensité carbone de vos workloads. En termes de durabilité dans le cloud, donc vous connaissez certainement l'AWS Well Architected Framework qui va aider les architectes cloud à créer une infrastructure sécurisée, performante, résiliente et efficace pour une variété de workloads et d'applications. On avait traditionnellement 5 piliers dans l'AWS Well Architected Framework qui étaient donc l'excellence opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances et l'optimisation des coûts. Et on a ajouté donc ce 6e pilier qui est la durabilité. Donc, l'AWS Well Architected va vous fournir une approche cohérente pour évaluer les architectures et mettre en œuvre des conceptions évolutives. Et le pilier de durabilité, en fait, va améliorer pour vous et va vous permettre d'avoir un moyen de mesurer de manière en fait, pratique les bonnes pratiques de durabilité et d'identifier aussi les domaines à améliorer sur votre architecture. Bien évidemment, l'accent il est mis sur la réduction de la consommation d'énergie de vos workloads AWS. En ce qui concerne la notion d'usage, et pour du coup minimiser notre empreinte, nous avons aussi les instances Graviton. Donc en fait, il s'agit de la dernière génération de processeurs conçus par AWS. C'est une technologie de type ARM. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en termes purement de consommation CPU par watt, on est sur un facteur de 2 à 3,5 supérieur aux autres processeurs que l'on trouve sur la plateforme AWS. Donc, au-delà du prix, puisque c'est 40% moins cher, et bien, pour la même charge de travail, on va avoir un impact qui est de 2 à 3,5 inférieur en termes également de consommation énergétique. Donc maintenant, j'aimerais qu'on puisse laisser la parole à nos clients, donc Phoenix et Syncrop. Bonjour messieurs et merci encore d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà en présentant un petit peu vos deux sociétés, quels sont justement les challenges auxquels vous avez voulu répondre en créant du coup Phoenix et Syncrop?
Bonjour, donc Mathieu Desprier, Sencrop. Je suis CTO de cette startup fondée à Lille, fondée en 2016. On est une centaine de personnes. Et donc Sencrop, on fait une solution d'agriculture connectée, d'agriculture de précision. Donc c'est pour commencer des stations agrométéo connectées qui sont installées par nos clients, par nos utilisateurs dans leurs parcelles. On en a un réseau de 25 000 déployés en Europe. Et toutes ces stations vont renvoyer donc de la donnée météo ultra locale en continu, donc sur notre plateforme, sur Amazon. Et donc on utilise ces données-là dans notre application et ça permet à nos utilisateurs de prendre de meilleures décisions au quotidien, de mieux piloter leur exploitation, anticiper des risques maladies, des risques ravageurs. Là, il y a simplement 2 semaines, on a pu voir les problèmes du gel après des périodes de démarrage de printemps très doux, comment ça peut perturber un peu l'agriculture. Et donc, les agriculteurs aujourd'hui doivent s'adapter à ces changements météorologiques, réagir. Certains peuvent agir contre des épisodes de gel, se protéger un peu. Et donc, nos solutions en fait permettent à nos agriculteurs, à nos utilisateurs de s'adapter, de mieux gérer leur quotidien, limiter aussi l'usage d'intrants, c'est-à-dire l'usage de phytosanitaires ou de fertilisants, de le faire seulement au moment optimal et non pas en préventif ou non pas en masse. Et donc c'est aussi une meilleure maîtrise de leur empreinte sur leur environnement dans les parcelles. Merci Mathieu. Tess, du coup? Ouais, alors moi c'est Tess, bonjour à tous, je suis CTO chez Phoenix. Et Phoenix, on est une start-up créée en 2014, on est à peu près 200 aujourd'hui partout en Europe. Et le problème qu'on résout, c'est le problème du gaspillage alimentaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée. Donc c'est un énorme problème. C'est un scandale écologique parce que tous ces aliments qui ont été produits, ils partent à la poubelle, ça a généré du CO2 pour les produire et donc du coup c'est du CO2 qui a été généré pour rien. Et c'est aussi un scandale social parce qu'il y a plein de gens qui ont faim aujourd'hui et qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Donc nous on intervient sur ce problème-là avec 2 types de solutions. On a une première solution qui est une application mobile grand public que vous pouvez tous télécharger sur votre smartphone qui permet d'acheter des paniers surprises auprès des commerçants qui sont proches de chez vous. Donc c'est des paniers surprises qui vont être à moins 70%, qui vont être composés que de produits qui sont en date courte, donc qui vont expirer dans les prochains jours. Ça permet aux commerçants d'éviter de créer des déchets et ça permet aux gens de se nourrir pour pas cher. Et l'autre volet de ce qu'on fait, c'est un business plus en B2B. On accompagne les industriels, les grandes surfaces, et tout un tas de clients. On les aide à diminuer leurs déchets. Notamment, notre produit historique, c'est une place de marché de dons. On les aide à se mettre en contact avec des associations caritatives, type les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire. Voilà. Aujourd'hui, on représente, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 5% de l'aide alimentaire en France. Voilà. Et sinon, pour donner d'autres ordres de grandeur, on a comptabilisé qu'on avait sauvé à peu près 150 millions de repas depuis la création de Phoenix. Et ça représente, en termes de CO2 évité aussi, ça représente 300 000 tonnes de CO2 évité, sachant qu'un Français, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Donc voilà notre impact. Merci beaucoup, c'est des chiffres assez impressionnants. Aujourd'hui, du coup, vos solutions tournent sur AWS. Comment est-ce que, justement, AWS vous a accompagné dans vos débuts et vous accompagne aussi aujourd'hui ? Oui, alors si je commence par répondre, nous, le gros challenge, ça a été vraiment sur l'application mobile dont je vous parlais juste avant. On a eu une croissance très rapide du nombre d'utilisateurs et de l'usage. Aujourd'hui, on a à peu près 3 millions d'utilisateurs en Europe. Et donc, il a fallu qu'on fasse évoluer en particulier notre back-end. Donc, il y a 2 ans, on avait un back-end qui était hébergé sur une machine virtuelle Azure. Et on avait beaucoup de mal en termes de fiabilité et de scalabilité. Et donc, on a entamé un projet de migration sur AWS et ça a été l'occasion aussi pour nous d'utiliser Kubernetes pour faire passer à l'échelle notre application. Donc aujourd'hui, on a toute notre stack côté application mobile qui est sur Amazon. On a plein de produits aussi qui sont très bien intégrés avec
Donc on a Kubernetes managé par Amazon, on a aussi une DB Aurora, on utilise CloudFront aussi pour tout ce qui est Content Delivery Network. Donc voilà, et nous les gros bénéfices qu'on a observés, c'était vraiment de nous aider à passer à l'échelle. Sans ça, on n'aurait jamais pu encaisser la croissance d'utilisateurs qu'on a encaissé. Donc un meilleur contrôle de nos coûts et une capacité d'aller chercher ces niveaux d'usage, mais aussi de le faire avec des ressources limitées. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul DevOps. Normalement, il est à notre stand. Là, il est parti à une conf, mais on n'a qu'une seule personne pour gérer tout ça. Et ça, c'est rendu possible, notamment parce que l'écosystème Amazon est super bien. Déjà, il y a tous les produits et ils sont super bien intégrés les uns aux autres. Et ça nous permet de gagner un temps de fou pour déployer des choses et faire des changements sur notre infra, quoi. De notre côté, SendCrop est sur Amazon depuis le départ. Donc nous, on est gros utilisateurs des solutions serverless, à commencer par les lambda. Et ça nous a permis de nous concentrer sur le développement de notre produit et non pas sur des questions opérationnelles de déploiement de machines, de déploiement de nœuds, de déploiement de services, de scalabilité, etc. Donc on était tout de suite sur lambda, ce qui nous a permis de vraiment nous concentrer sur le développement des fonctionnalités, des features. On a pu aussi expérimenter pas mal de choses avec le large panel des solutions Amazon. Donc ça nous a aussi permis de mieux adapter nos choix par rapport à ces features produits. Et donc nous concentrer sur le product market fit, qui est critique dans le développement d'une startup. Nos données sont dans S3, elles sont dans S3, dans RDS. On a testé aussi des choses, on a testé Dynamo, on a testé des queues, Kinesis. Bref, on a pu un peu faire notre marché et établir un peu notre architecture cible pour permettre ensuite notre croissance. Donc maintenant, on est dans une phase avec une meilleure maturité, je dirais, sur notre infrastructure. Donc on est aussi utilisateur de serverless avec des containers, avec Fargate. Ça marche très très bien, donc toujours en autoscale. On a aussi du compute avec EMR. Et beaucoup de bases sur Aurora. Et ça nous... Et donc, voilà. Et donc avec des architectures qui sont terraformées, donc ça nous permet d'être très, très agile, d'aller vraiment très vite et de ne pas nous concentrer trop sur des questions d'infrastructure. Et justement, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place sur la notion du coup de développement durable pour minimiser et optimiser au mieux votre infrastructure et du coup réduire votre impact en termes d'énergie? Déjà avec donc toutes les solutions de type serverless, on est sur de l'autoscale, donc on n'a pas d'over-provisioning. Et ça c'est vraiment clé. On est sur les lambda, on a la conso à la milliseconde. Donc on consomme vraiment que ce dont on a besoin. Ça permet de suivre au plus près nos besoins. Sur la partie EMR, on est assez vite passé sur les processeurs Graviton. Donc ça nous donne une bonne performance tout en étant un petit peu plus économe sur la partie CPU. Et ensuite, toute l'intégration technique, la partie Terraform, etc., ça nous permet de monter des infrastructures de test en quelques minutes, de les détruire juste par la suite. Toujours pas d'over-provisioning, toujours pas de choses comme ça. Donc on colle au plus juste de nos besoins. Et toi, Tess? Ouais, nous on a un peu les mêmes bénéfices que Mathieu mentionne chez SendCrop. On utilise Autoscale aussi. On a, grâce à vos recos, notamment Giorgio, on est passé sur les instances Graviton qui sont moins énergivores. Donc ça c'est clairement des bénéfices importants. Après nous, si je dois vous parler d'un projet qu'on a mis en place récemment qui nous a permis et de consommer moins d'énergie mais aussi de faire diminuer significativement notre facture AWS, c'était un projet autour de la recherche utilisateur. Donc encore une fois, je vous parle de notre application mobile. On a pas mal d'usages et notamment une des actions principales que font les utilisateurs, c'est chercher des commerçants autour d'eux. Et cette recherche-là, avant, elle passait sur notre back-end et elle tapait systématiquement en base de données pour aller chercher les commerçants. Et le projet qu'on a déployé et mis en production là, il y a quelques mois, ça a été d'utiliser un autre index géographique pour faire des recherches utilisateurs. Donc au lieu de passer par les latitudes, longitudes et de faire des recherches de radius sur notre base SQL,
on est passé par un index qui s'appelle les GOH. Et en gros, ça consiste à mapper chaque petite parcelle de terre avec une chaîne de caractères. Donc vraiment textuelle, une chaîne de caractères. Et donc on a utilisé on a indexé tous nos commerçants avec cette petite chaîne de caractères, ces GOH. Ça nous a permis d'une part d'avoir des requêtes beaucoup plus efficaces, donc qui tournent moins longtemps, qui consomment moins d'énergie, mais aussi de mettre en place du cache sur des recherches géo, dépendant de la position de l'utilisateur. Et du coup, on est passé de 0 cache, donc toutes les requêtes arrivaient sur notre base de données, à 75% des requêtes tapent sur le cache. Et donc, du coup, on n'avait plus qu'un quart du trafic qui était vraiment qui sollicitait la base de données, quoi. Donc ça nous a permis de réduire énormément l'énergie consommée. Et on a diminué de près de 60% la facture sur ce périmètre-là, quoi. Donc c'était un gros win pour nous, quoi. Super intéressant. Et du coup, je voudrais conclure avec une question un peu d'ouverture pour vous deux. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont les perspectives d'avenir pour vos startups respectives? Alors nous, on a d'un point de vue boîte, le gros challenge pour nous, c'est l'international. Aujourd'hui, on est présent en France, Espagne, Portugal, Italie, Belgique, et on a pour ambition de continuer à se déployer en Europe. Donc ça va être c'est un vrai challenge pour nous. Et après, d'un point de vue plus tech produit, on récolte pas mal de données auprès de nos clients sur les produits qui jettent le plus, les produits qui sont le plus souvent en surplus ou qui arrivent trop souvent en date courte. Et donc, on a pour ambition d'utiliser cette donnée pour aider nos clients à réduire encore plus le gaspillage alimentaire et en rendant les outils qu'on leur fournit de plus en plus intelligents aussi, quoi. Alors, Cencrop, nous, on vient de sécuriser une levée de fonds. Alors, je peux pas en dire trop parce que c'est encore sous embargo, mais dont on vient de boucler une série B. Donc, c'est un gros fonds international qui rentre en Europe avec nous. Et donc, cette levée de fonds, ça va nous permettre un peu comme vous, Phoenix, d'alimenter notre développement à l'international et en particulier en Europe. Donc, aujourd'hui, on est déjà pas mal présent en Europe, mais on va essayer de renforcer beaucoup cette présence en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Europe de l'Est, qui sont des grands pays agricoles. Et puis, ça va être aussi l'occasion pour nous de renforcer notre équipe de développement. Donc, on va doubler notre équipe de dev cette année. Donc, on recrute 15 ingénieurs là. On a encore 15 postes ouverts. Et puis, c'est aussi explorer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles sources de données. Donc, vraiment, l'intérêt pour nous, c'est d'aller chercher des données qui vont apporter de la valeur à l'agriculture, lui permettre de prendre de meilleures décisions au quotidien. Donc, on pense notamment aux données satellites ou à d'autres sources de données qui peuvent être aussi de la donnée prise dans les champs, hein, ce qu'on appelle le scouting, où donc les agriculteurs peuvent faire des observations eux-mêmes. Et donc, toute cette richesse de données, ça permet aussi, pour les agriculteurs eux-mêmes, pour leurs voisins, pour les territoires, avoir beaucoup plus d'intelligence et donc savoir anticiper au mieux, encore une fois, des risques agronomiques ou des risques météorologiques qui sont potentiellement dommageables pour le rendement agricole. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour vos témoignages. Merci à vous d'avoir assisté à cette session. Et surtout, je vous souhaite du coup un bon summit. La prochaine session, du coup, qui va commencer à 14h45, sera sur les 5 solutions AWS à connaître pour sortir son MVP plus rapidement.